autistes qui sont venus nous dire il y a de l'espoir, on peut composer avec cet état d'être des enfants et même en grandissant, il y a des ressources, des écoles alternatives et spécialisées et on peut mener à bien notre mission de parents, même si c'est difficile. Il y a des gens qui m'ont expliqué les difficultés, particulièrement en milieu scolaire, comment c'est compliqué, les garderies, etc. Un livre qui risque de faire jaser pas mal, qui s'appelle « La souffrance des envahis » de Joanne Leduc, qui est mère de 2 enfants autistes, nous raconte, je dirais, différents aspects qui ne sont pas dans ce sens-là. Ce sont des illustrations des difficultés que vivent les parents, mais vraiment des difficultés avec un D majuscule. C'est, disons que l'espoir est difficile à voir dans le livre. On va essayer de comprendre comment elle fait, elle, pour vivre au quotidien cette réalité-là avec 2 enfants autistes. Il s'agit de Mme Joanne Leduc. Bonsoir. Bonsoir. Donc, pourquoi avoir écrit un livre, d'abord? D'abord parce que, en fait, je voulais informer plus mon entourage. Je sentais que par leur réaction, ils ne saisissaient pas, même s'ils voyaient au quotidien comment on vivait avec nos 2 enfants autistes, je ne sentais pas qu'ils comprenaient parfaitement bien c'était quoi l'enjeu. Et je dis toujours, pour comprendre, l'autisme, ça se décrit pas, mais ça se vit. Et il faut venir garder des enfants autistes dans leur maison pour vraiment comprendre ce que c'est. Et à un moment donné, j'en ai eu assez aussi des commentaires, autant du côté médical, autant côté de l'école. Et des commentaires où tu dis, bien, c'est impossible. C'est sûr qu'ils ne comprennent pas ce que c'est réellement au quotidien, ce que ça représente. En fait, j'ai fait un peu ce que les Noirs ont fait dans le temps et que les homosexuels ont fait à un moment donné. Il a fallu que quelqu'un nous écrive c'est quoi être homosexuel pour qu'on en comprenne vraiment le sens. Ce que vous dites, c'est plus difficile que ce qu'on envisage. Parce que toutes les fois que j'ai eu des témoignages, on m'a dit que c'est difficile, mais c'est encore plus difficile que ça. Ça dépend des types d'enfants. C'est sûr qu'il y a des parents pour qui, bon, tant mieux si ça se passe quand même relativement bien. Mais il y a énormément de parents pour qui c'est vraiment l'enfer au quotidien. Et il faut débloquer des services pour les parents. On a besoin de soutien psychologique, chose qui n'existe pas, qui n'existe plus. Même au niveau des travailleurs sociaux, c'est très difficile. Moi, ça fait au-dessus d'1 an que j'ai pas vu la mienne. Vous êtes orpheline. Tout à fait. Mais moi, ça va. Ces temps-ci, ça va. Mais il ne faut pas qu'il y ait de drame dans la famille avec les enfants parce qu'on n'en a pas de service. OK, avant de parler des services, tout ça, on va parler de vous. Vous avez 2 enfants qui ont presque le même âge. 8 ans et 10 ans. Et ça a été diagnostiqué à peu près en même temps? Ou comment? En fait, le premier était diagnostiqué à l'âge de 2 ans et demi. Ça a pris plus de temps au premier parce que, bon, on n'est pas... En 2005, on ne connaissait pas vraiment l'autisme. On n'en entendait pas parler comme aujourd'hui. Et ça commence toujours par des petits détails, des trucs sensoriels qui fait qu'on dit, ben voyons, c'est un peu étrange. Mais c'était pas clair pour nous. Donc, on a eu le diagnostic en 2005 pour notre plus vieux. Et 1 an après, à peine, là, on était avertis pour le plus jeune. Et au moment où on a senti que lui aussi nous échappait, bien là, on savait, on n'avait même pas besoin d'aller voir une consultation. Alors, on dit que c'est vraiment très difficile. 2 en même temps, ça doit être l'enfer. Expliquez-moi, est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce qu'il y en a un qui est plus profond que l'autre? Le plus jeune a fini par parler, mais durant une période, j'en avais 2 qui ne parlaient pas. C'était des crises. Je les maintenais physiquement à côté au mur ou à la table pour pas qu'il y ait de cris. C'est des enfants qui peuvent frapper parce qu'ils sont pris, ils n'ont pas de système de communication, donc ils sont enragés. Et c'est presque normal qu'ils deviennent à être agressifs. On le serait à moins. Donc, le plus jeune, maintenant, à partir de 3 ans et demi, son langage s'est développé. Mais même encore aujourd'hui, à 8 ans, il n'y a pas le langage d'un enfant de 8 ans. Vous me dites que leur agressivité vient du fait qu'ils ne sont pas capables de communiquer? En partie, une frustration? Oui, probablement. Donc, le plus vieux ne peut pas communiquer, le plus jeune peut. Ça implique donc une différence dans la famille, je suppose? Bien, en fait, mes 2 enfants sont complètement à l'opposé. C'est l'eau et le feu pour nous. Ce qu'un aime, l'autre déteste. Par exemple, juste à l'heure du souper, pour mon plus jeune, c'est insupportable la lumière éteinte. Pour le plus vieux, c'est insupportable la lumière ouverte. Oh! Donc, on fait quoi? On favorise qui ce soir? Et si on favorise un, c'est les crises à l'autre. Et mon plus vieux, bien, lui, est descendu vraiment profond jusqu'à l'automutilation sévère pendant de longues années. Ça veut dire quoi, automutilation, ça? À un moment donné, il a commencé à se frapper. Il se frappait les jambes. Bon, tant que ça restait sur les bras, les jambes, on n'aimait pas ça, on était malheureux, mais ça allait. Puis un jour, il s'est frappé vraiment à la tête, aux oreilles. Là, on a eu peur, on lui a acheté un casque parce qu'on voulait éviter qu'il se fasse mal. Et la seconde où il a senti que son poing ne pouvait pas cogner, il s'est cogné les yeux, le nez, puis là, ça a été
Donc, c'est ce qu'on voit sur les images. On voit des cicatrices. C'est lui-même qui s'est infligé ces coups-là. À la longue, oui. Moralement, ça doit être difficile quand tu vois ton enfant souffrir déjà. C'est difficile, mais souffrir à cause de lui, c'est lui qui se fait mal. Ça doit être encore plus... Puis on comprend pas. On essaie de comprendre pourquoi. Il faut partir du pourquoi pour arriver que ça arrête. Mais même les spécialistes n'étaient pas capables de dire pourquoi ils se frappaient. Il y a quand même un pourcentage d'enfantistes qui se frappent. Il y a une maman dernièrement qu'on communiquait et elle me dit son fils avait l'air heureux. Elle me marque il est non-verbal. Je dis mon Dieu, comment vous avez fait? Parce que je veux des trucs. Mais le mien est foncièrement malheureux. Et elle m'a dit, non, c'est la photo, sur cette photo-là, il sourit, mais il s'est frappé pendant 14 ans. Aïe, aïe. Et moi, 2 ans, ça a été un total pour moi. C'était un peu mon maximum que j'étais capable d'endurer. Parce que pour les nerfs, c'est atroce. Mais votre petit gars, à ce moment-là, le plus jeune, là, parce que lui aussi est autiste, puis il voit son frère se mutiler, est-ce que ça lui a donné des idées? Ou comment il réagit quand tu vois ça? Il était trop petit lorsque c'est arrivé, puis pendant 4 mois, le plus vieux était hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. Donc, on avait 1 heure de droit de visite par jour. C'était vraiment très difficile. C'est des enfants, à ce moment-là, qu'on parle de 5 ans, 6 ans. C'est pas des ados, là. Et c'est vraiment arrache-cœur parce qu'au moment où tu places ton enfant parce que tu n'en peux plus, c'est l'échec parental total. On se dit, on a raté quoi. C'est effrayant. C'est effrayant ce qu'on peut ressentir. C'est une période que j'oublierai jamais. Et je pense que ça vaut la peine. Et dans le livre, là, on le sent, il y a des époques, des périodes importantes. Avant l'âge scolaire, c'est une réalité, puis après, c'est autre chose. Parlons d'avant l'âge scolaire. Vous dites automutilation. Il y a des crises à la maison, souvent, les deux. Il y a surenchère de crises? Ou... C'est que le plus jeune faisait des autostimulations verbales. Donc, il passait ses journées à faire des « ah ». C'est toujours un son qui est hyper irritant. L'autre, le plus vieux, est très anxieux. Fait le moindre petit irritation dans la journée, par exemple, un bruit, un son trop fort à la télé ou son frère qui réagit trop vite, tout de suite, le plus vieux, bien, il a tendance à se frapper. Même encore aujourd'hui, on ne sait jamais si ça va recommencer. Donc, son petit frère a tendance à répéter toujours le même mot, puis ça énerve l'autre qui va se donner des coups. C'est ça. Oui, il va monter le son. Puis mon plus vieux a des problèmes d'alimentation. Donc, c'est sûr, quand on est angoissé, on ne mange pas, on ne vit pas bien. Bon, c'est le même principe, j'imagine, pour les enfants autistes, c'est la même chose. Donc, des grandes périodes d'anorexie, il ne mange pas. Comme là, présentement, il ne mange pas. Il peut ne pas déjeuner, pas dîner, pas souper. Est-ce que vous avez, pardon, parce que c'est vraiment deux réalités, jusqu'à l'âge scolaire, est-ce que vous avez un contact? Est-ce que vous avez l'impression d'entrer en contact avec eux parce qu'ils ne sont pas capables de verbaliser visuellement? Je ne sais pas quelle sorte de contact vous avez. Le plus jeune, ça va parce que lui, son langage a développé. Donc, à petits mots, on a fini par entrer en contact avec lui, par savoir s'il avait mal ou s'il avait soif ou s'il avait peur quand il était en crise. Le plus vieux, il y a 10 ans et encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il pense. Il peut être assis tranquille à côté de moi, puis tout d'un coup partir à crier, puis tout lancer, se déshabiller, aller dans sa chambre, puis là, on entend biding bang, il faut tout cacher les trucs dangereux, parce qu'il y a des parents même qui vissent les meubles dans le plancher pour être sûr qu'il n'y a pas d'accident. Mais on ne sait pas, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a peur, est-ce que c'est un caprice d'ado, est-ce que c'est le fait qu'on lui a dit non, est-ce qu'il a mal à la tête? Pas moyen de décoder rien. Impossible. Hey, ça doit être angoissant. C'est très angoissant parce que, bon, par exemple, juste aller chez le dentiste, bien, c'est l'anesthésie générale parce qu'il ne peut pas subir un dentiste. On ne peut pas lui expliquer. On ne peut jamais rassurer un enfant autiste qui ne parle pas. Parce que c'est ça qui fait que tu fais confiance en ton père, en ta mère, c'est que tu te fais dire il n'y aura pas de problème. Il y a beaucoup dans l'échange quand on est enfant. Mais quand tu n'as pas cet échange-là, personne ne peut te rassurer. Alors, c'est des êtres tout seuls dans leur vie. Et même leur mère, il ne leur fait pas nécessairement confiance parce qu'on ne peut pas rentrer en contact. Et quel rapport, vous connaissez votre rapport avec votre mère, quel rapport vous pensez qu'il a avec vous? Est-ce qu'il vous voit comme une mère ou comme un élément protecteur? Il ne dit pas. Là, comme... C'est très difficile. Il y a des fois, je dis, c'est moi parce que c'est moi qui est toujours là, moi ou mon mari. Des fois, on a l'impression que c'est pas juste moi comme un bibelot, là, que c'est... parce que des fois, quand il est vraiment anxieux, il peut arriver à dire « maman », ça sort, mais je sais pas, c'est pas le même attachement. Et moi, j'ai cassé cet attachement-là aussi. Dans quel sens? Au moment où j'ai... juste avant d'écrire le livre, en fait, il se frappait tellement, j'en pouvais tellement plus.
Je me suis dit, ben il faut un peu comme peut-être les mères de criminels font, je sais pas, il faudrait voir, mais se dissocier des gestes de son enfant. Vous ne sentez plus responsable. Vous vous angoissez pas. Si vous dites qu'il se cogne, c'est pas de votre faute. Il faut plus le prendre tout sur nos épaules à un moment donné. Parce que c'est au-delà de nous. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et à un moment donné, ça fait qu'on casse ça. On décide de... Bien, moi, je l'ai fait, ça. À un moment donné, il faut se dissocier des gestes qui arrivent. Mais c'est vraiment un échec. Parce que là, à ce moment-là, on casse le lien qui est si profond et on parle d'un enfant de 6 ans, on parle pas d'un ado ou d'un homme de 20 ans. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, si je fais ça, ça m'a fait vraiment mal. Mais j'ai dit, tout le monde va le savoir. Tout le monde va savoir c'est quoi quand on casse, puis à quel point on Parce que vous ne le faites pas de gaieté de cœur, vous le faites comme une bouée de sauvetage. C'est lui ou c'est moi. À un moment donné, j'étais tellement rendue malade, on vomit à journée longue, on n'est pas bien. C'est le choc post-traumatique vraiment profond, puis il y a tellement de parents. Et il y a des parents qui m'écrivent, ils en ont 3 puis ils en ont 4 dans une même famille. Ça doit être extrêmement difficile. Des cas difficile. extrêmement lourds où ils sont obligés d'appeler la police. Il y a dans le livre, vous parlez de... et c'est une dimension à laquelle je n'avais pas pensé, moi, de sexualité exacerbée, parce qu'on ne pense pas à ça. Dès qu'ils sont jeunes, 1 an, 2 ans, c'était omniprésent. En fait, on a pensé longtemps que c'était un peu ça, mais il a compensé. Au moment où il a arrêté de se frapper, il a commencé à se tirer le pénis. C'est comme, il se fait mal en se tirant le pénis. C'est pas du tout... Okay. Donc, vous avez pensé à un moment donné que c'est une stimulation sexuelle, puis c'était pas ça? Bien, qu'il voulait aller chercher du plaisir parce qu'il y avait peut-être eu, mais c'était trop jeune. On nous a dit c'est presque impossible que ça soit ça à cet âge-là. Mais mais reste que ça devient un comportement inacceptable. Ben oui, parce que vous vous promenez et vous avez votre petit bébé qui était, à quoi, 1 an, 2 ans, qui se masturbe devant le monde. Et parce que dans le livre, on a la perception de vous, c'est-à-dire que, on parle souvent des personnes autistes, mais on parle de vous, comment vous vous sentez. Là. Vous sortez avec le plus vieux, vous me dites le plus vieux n'est pas capable de parler, le plus jeune est capable de parler. Donc la relation entre les amis du voisinage, c'est pas la même non plus. Là. Des amis, on n'en a presque plus. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de jugements. Si les gens pouvaient arrêter de juger, et ça vaut pour n'importe quoi, mais on se fait tellement juger immédiatement que ce qui fait qu'à un moment donné, moi, j'ai fait une croix là-dessus. Je n'y vais plus au parc, je n'y vais plus au centre d'achat, je n'y vais plus au McDonald's. C'est fini pour moi parce que je ne suis pas capable de le prendre. Il y a des parents que ça ne les dérange pas. Moi, je n'y arrive plus. Donc, j'ai fait une croix là-dessus. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à prendre? C'est le regard de l'autre. Tu dis, on se fait crier après parce que nos enfants répondent pas quand ils leur parlent. C'est très difficile. Puis à un moment donné, ça devient too much. Moi, j'ai sauvé ma peau, mon nez. Puis c'est ce que je dis aux autres parents des fois. C'est le fun de faire voir à l'enfant des activités extérieures. Mais si je sais que c'est pour aller mal, j'y vais plus. Mais moi, c'est un choix personnel que j'ai fait. Et j'ai commencé à aller mieux au moment où j'ai décidé ça. Mais ce que ça fait, par contre, c'est que ça nous isole. On ne sort plus de notre cour arrière. Si vous voulez, il faut faire une pause et on va parler justement des effets sur votre vie, sur votre couple, sur votre santé aussi, puis sur la façon de prendre les choses pour celui qui est capable de s'exprimer, comme vous voyez son avenir. Beaucoup de questions, donc, en perspective d'entre nous. Voilà.